Alors, nous voici dans la deuxième partie de la conférence du 21 septembre, partie de questions. Que penses-tu de l'ego du pape? J'étais sûr un peu plus, puis je te disais arrête. Une petite chose que j'aimerais dire avant, c'est que l'orgueil tend souvent à démolir les orgueils des autres. Ça l'occupe assez que pendant ce temps-là, il n'y a pas à s'occuper de lui. Alors, ce qui fait que la question que tu me poses là, que penses-tu de l'orgueil du pape ou de l'ego du pape, tu vois? Mais on s'en fout de l'ego du pape. Hein? Parce que si on s'en fout pas, c'est parce qu'on a de l'ego, on a de l'orgueil. Puis si on n'a pas d'orgueil, ben on s'en fout de l'ego du pape. Parce que on s'en fout. Non, mais c'est vrai. Ici, j'ai une question dont la réponse est au verso. Oui, J'aimerais... tu peux la lire, des fois. Non, mais je veux pas que tu saches la réponse. Sais-tu qui a été le premier à travailler pour la NASA? Réponse au verso. Oui, je sais. Oui, mais il faut que je le dise. Les gens, il faut que je sois au courant. Il s'appelait Jésus de Nazareth. Tu veux pas que je commente? Pardon? Tu commentes pas? Non. Pourquoi dit-on que la pensée de l'homme, ou plutôt l'énergie qui y est associée, influence souvent directement nos corps, en particulier notre corps physique? Peut-on se concentrer pour éliminer certains problèmes physiques? Est-ce un autre piège de l'ego? Bon, ben la semaine dernière, on a vu c'était quoi se concentrer. Se concentrer pour éliminer certains problèmes physiques, ça veut dire que l'individu qui se concentre, donc l'ego, qui se concentre, le mental ne se concentre pas. Le mental se concentre seulement quand il est quand il est régi par l'ego. Et puis on a vu la semaine dernière que la concentration mentale est une aberration présentement dans l'évolution de l'homme et une chose impossible. Il y avait plutôt une attention ou une focalisation. Maintenant, c'est que si l'ego essaie de se concentrer pour guérir une tare physique qu'il a d'ailleurs lui-même causée, à moins que ce soit un accident, puis si c'est un accident, faites-moi confiance que la nature, la vie, va se charger elle-même de suturer les os brisés, de réparer les cellules qui sont déchirées, si peut-être la science mentale intervient un peu dans certains cas, donc la médecine chirurgicale ou la médecine d'urgence. Par contre, si c'est une maladie, non. Si l'ego veut se concentrer, c'est parce que l'ego, comme d'habitude, croit être apte à pouvoir gérer, donc à pouvoir diriger et coordonner les éléments, les énergies de la vie et les énergies physiques. Bien, si l'ego pourrait faire ça, il n'y aura pas de maladie. Puis vu qu'il y a des maladies, c'est que l'ego ne peut pas le faire. Un individu peut, par la foi, donc par l'autosuggestion, arriver à un moment donné à programmer son corps astral, donc sa psychologie, donc son ego, de façon à ce que lui croit tellement que le corps va guérir, qu'il va donc obliger le corps vital à hausser son taux vibratoire pour permettre une transformation dans le physique, donc une guérison. Mais si l'individu élimine lentement son orgueil, c'est pas par la concentration, c'est un désir. Et ce désir-là peut, plus souvent qu'autrement d'ailleurs, c'est ce qui arrive, amplifier la maladie ou étirer le temps de guérison de la maladie. Pourquoi? Parce que c'est une expérience que j'ai déjà fait faire souvent déjà à des individus. Qu'est-ce que dans l'homme? Quelle est la parcelle dans l'homme qui contrôle la musculature de l'homme? Pas votre pensée. Puis pas vos émotions non plus. C'est-à-dire que vos émotions le contrôlent, mais d'une manière absolument involontaire. C'est pas de leur faute à vos émotions, donc à votre astral, donc à votre psychologie, donc à votre ego, s'ils contrôlent votre corps. Quand vous avez peur, c'est votre ego qui a peur. Vous avez peur de perdre 500 pièces. Vous avez joué au bingo, là, puis ça marche pas. Mais votre cœur accélère. Donc, votre psychologie contrôle votre corps. Capable de ralentir ou d'accélérer le cœur. Vous transpirez plus et patati et patata. Donc, votre psychologie contrôle effectivement votre corps, mais c'est pas de sa faute. C'est donc involontaire. Se concentrer pour arriver à guérir quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ego devrait être capable volontairement, donc d'une façon intelligente, de contrôler le corps. Et s'il le ferait, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas de troubles, il n'y aurait pas de malade dans n'importe quel genre
sur n'importe quelle sorte de maladie. L'ego ne peut pas rien faire sinon avoir une certaine foi pour augmenter le taux vibratoire de sa propre astralité, ce qui va entraîner une augmentation vibratoire de la vie, donc du vital, donc du physique. C'est la seule façon. Les énergies que l'on dit, la pensée de l'homme, la pensée de l'homme est divisée en deux formes d'expression. La première, celle de l'astral, donc de la psychologie, donc de l'ego, et la deuxième, celle du mental, donc de l'intellect. Le mental sait quoi faire pour obtenir une guérison. Mais on l'a vu lors de la guérison miraculeuse, que le travail de l'homme, c'était pas de se guérir ou de guérir. Le travail de l'homme, c'est de ne pas être malade. Puis si le mental dirige chez l'homme, donc si l'ego est capable de se taire, ben le corps physique ne sera pas malade. Parce que si le mental de l'homme dit que fumer, c'est pas bon, ben l'ego dit que c'est bien bon. Si le mental de l'homme dit qu'on ne devrait pas manger telle ou telle chose, c'est pas grave. L'ego, lui, qui reçoit les stimuli gustatifs, aime bien ces affaires-là, fait qu'il bouffe. Puis quand le corps est malade, par différentes raisons, qui sont échelonnées sur un mois, sur une journée ou sur 15 ans, ben l'ego veut se concentrer pour que le corps soit en santé. Pourquoi? Pas parce que le corps doit être en santé. L'ego s'en fout. Parce que le stimuli de la maladie du corps finit par tanner l'ego. Ben, t'es écœuré de souffrir. L'individu qui a mal à la tête, il prend de l'aspirine, il n'a plus mal à la tête, tout est correct. Plus de problème. Mais la cause même du mal de tête, on s'en fout, plus mal à la tête. Quand il pleut chez vous, là, vous n'aimez pas ça, hein? Vous voulez réparer. Mais vous réparez pas, il pleut, c'est pas le temps de monter sur le toit, il pleut. Quand il pleut plus, là, c'est le temps de monter sur le toit. Mais pourquoi qu'on réparait? Il pleut plus. Mais plus de maison non plus. Bon, c'est ça. Alors, l'ego, c'est le même qui fonctionne, puis l'homme fonctionne comme ça. Alors, ce qui fait que la concentration de l'ego ne peut pas, sauf par la foi, mais, on va vous dire franchement, il y a bien des individus qui empirent leur maladie ou qui s'en découvrent d'autres par la foi ou par la concentration de l'ego. Les enfants n'ont pas ou très peu d'orgueil. Qu'est-ce qui se passe pour que nous venions à en avoir? Mais les enfants ont de l'orgueil en masse et bien plus qu'on peut penser. Hein? On ne le sait peut-être pas parce qu'on ne connaît pas l'enfant, mais l'enfant a un orgueil du tonnerre. Premièrement, l'enfant, un peu comme vous autres, les parents, par exemple, vous dites à vos enfants qu'ils sont pas fins, mais vous dites à vos voisines qu'ils sont fins en crime. Bon. Les enfants, même chose, bien des affaires qu'ils vous disent pas d'en face. Mais le voisin, par exemple, si le père est meilleur, c'est pas long que c'est le sien qui est meilleur. Hein? Alors, les enfants ont un orgueil, mais dépendant de l'âge, un orgueil qui va être plus familial qu'autre chose, parce que l'identification de leur corps astral, donc de leur psychologie, de leur ego, n'est pas complétée. Et quand l'identification de l'ego arrive à terme, donc quand vous savez que vous avez des émotions, quand vous savez que vous avez des peurs, quand vous savez que, etc., ben là, vous avez plus d'orgueil parce que vous avez un ego plus gros, parce que plus identifié. L'enfant aussi a de l'orgueil. Parce que l'enfant, s'il n'y aurait pas d'orgueil, pensez-vous que les petits chevals que les maîtresses posent dans le cahier quand ils ont des bonnes notes, que ça servirait à quelque chose si les enfants n'auraient pas d'orgueil? Pensez-vous que l'éducation de compétition qu'on a dans nos écoles fonctionnerait si l'enfant n'aurait pas d'orgueil? Hein? Pourquoi qu'on met des notes puis qu'on met un gros sac, un bravo à côté? Parce que l'enfant a un orgueil. Pourquoi que maman est contente quand l'enfant fait le ménage de sa chambre? Ben parce qu'il flatte l'orgueil de l'enfant. Puis c'est par l'orgueil qu'on culpabilise aussi l'enfant. Et ça, c'est les schémas qu'on emploie pour l'éducation de nos enfants. On ne joue qu'avec leur ego et qu'avec leur orgueil. Parce que la culpabilisation, ça c'est l'orgueil encore qui se sent fautif. On a déjà expliqué ça à un moment donné, mais c'est ça aussi. Or, l'enfant est extrêmement orgueilleux, mais son orgueil est souvent l'orgueil des parents, l'orgueil de la classe, l'orgueil de la société, de la micro-société qui l'entoure, parce que son ego n'est pas complètement identifié. Et au fur et à mesure que l'ego s'identifie, ben, l'individu est de plus en plus orgueilleux. Et si l'ego s'identifie rapidement chez l'enfant, vous allez voir qu'il peut vous en crier des bêtises, puis bien avant l'âge de 12 ans. Puis un ego qui s'identifie lentement peut donner des enfants sages, bien gentils, que tu leur dis n'importe quoi qu'ils font tout. Ils ont un ego pareil. Parce que si quelqu'un va leur dire que tu es une poire, que ta mère a fait ce que tu veux ou ton père fait ce que tu veux avec toi, son ego familial, donc son orgueil familial, qui ne dévoile pas en maison, bien là, automatiquement, il va commencer à stiner et à défendre. Puis la journée qu'on va faire comprendre qu'il est manipulé au coton, qu'il est rendu à 22 ans, il faudrait qu'il arrête de faire la vaisselle pour sa mère, même quand il va même pas là, elle téléphone, il s'en va chez sa mère faire la vaisselle, il retourne chez lui après.
c'est poussé. Ben, quand il arrive là, puis qu'on réussit à lui faire comprendre, ben, il est perturbé. Ben, quand l'enfant finit justement par perdre l'ego familial pour arriver à son identification égoïque, ben, c'est lors de la crise de l'adolescence, entre autres. On appelle ça crise, justement, crise. C'est les parents qui appellent ça une crise, hein? Pas les enfants. Puis là, justement, il doit donc se débattre, il doit donc remettre en question, c'est-à-dire que ses bases sont toutes ébranlées par les découvertes du monde extérieur. Puis là, il doit devenir indépendant. Son ego le pousse à devenir indépendant, à être lui-même. Je suis capable tout seul, ça va de soi, tu sais. Plus besoin de ma mère et de mon père. Jusqu'à temps que l'intelligence te fait dire que va emprunter de l'argent à papa ou à maman, hein, tu vas voir. Puis après ça, ben, tu leur fais me rapporter au nez quand même, tu sais. Bon. Alors, ce qui fait que les enfants ont de l'ego bien en masse, mais c'est un ego qui va être familial, un ego qui va être au niveau de la classe. Par exemple, ma classe est meilleure que la tienne. Hein? La troisième année A est meilleure que la troisième année B. Bon. L'orgueil est là, mais pas nécessairement manifesté. Mais elle est là à la base. Il est plus dur à manifester parce que l'enfant n'a pas les mêmes concepts que toi. C'est-à-dire que par son éducation, il n'a pas encore appris que la mode, ça existait, dépendant de l'âge. Il n'a pas encore appris que le fait que tu aies une gomme ballon, mais j'en ai pas, on s'en fout. Puis il vient à un moment donné que l'enfant, par l'éducation des parents et l'éducation de la société, apprend d'autres manières d'exprimer l'orgueil. Hein? Mais il y a quand même un ego, il y a quand même de l'orgueil. Mais c'est facilement, disons, contrôlable par l'enfant à cet âge-là si l'éducation qu'il a est adéquate. Mais hélas, l'orgueil de l'enfant va souvent va être contrôlé par la famille à la place. Donc, il n'y a pas d'orgueil. Puis quand il y en a, il mange une volée. Bon. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas d'orgueil dans la maison, jusqu'au moment donné où ce que l'enfant va vouloir avoir un orgueil, c'est-à-dire que c'est normal qu'il y en ait un, parce que c'est ça qui va le pousser à devenir ce qu'il va être, donc à se séparer des parents, ce qui va donc pousser l'enfant à se servir des connaissances des parents, de l'expérience des sociétés, de l'école, des professeurs, etc., et ça, être capable de bâtir un mental pour assouvir ses propres désirs, vu qu'il y a une identification. Donc, il va être capable de se servir de l'expérience de tout ce monde-là qui ne se connaissent même pas pour bâtir de quoi de neuf dans la société. Donc, de faire évoluer la société. Mais, hélas, on est toujours dans un système où l'ego est primé de par l'éducation. Parce qu'il faut que tu sois meilleur qu'un autre, tu as des meilleures notes. C'est rien qu'un système de compétition. Alors, ce qui fait que, veut pas, on force. Puis ça, c'est l'ego qui a bâti le système d'éducation. Parce que le professeur aimait ça avoir des bons élèves, des chouchous. Les parents aimaient ça quand son fils avait 100 sur 100 ou en tout cas à la plus haute note. Premier de classe, médaille. Bon, je ne sais plus si ça existe encore, mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, oui, on a une petite médaille. Que tu étais belle fun que taille, mais que tu faisais jusqu'à la maudite si tu perdais. Tu n'en voulais pas de médaille, mais en tout cas. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, disons de 7 ans en descendant, ont moins d'orgueil que le 10 ans ou 20 ans? Non. Les enfants qu'on a présentement vont avoir beaucoup plus d'orgueil puis beaucoup plus d'identification égoïque plus rapidement que tout le monde ici en a eu. Le cheminement va se faire plus rapidement. Oui, c'est normal. Par contre, ils devraient arriver à la personnalisation de leur ego plus rapidement, puis c'est plus, disons, dur pour les parents. Mais veut pas, les enfants ont plus d'ego que nous, on en a eu au même âge. Ça veut pas dire que c'est tout exprimé, mais il y en a en crime. D'ailleurs, regarde juste la mode, regarde juste ce que les jeunes font, que vous auriez jamais osé faire à l'époque, promener avec des clous dans la tête, peinture en bleu. Bon. T'aurais jamais osé te promener dehors avec ça. Bon. Ou encore te promener avec ta poupée gonflable en dessous du bras, traverser la rue Sainte-Catherine, t'en aller chez le voisin, tu sais. T'aurais jamais osé faire ça. Bon, mais eux autres, ils s'en balancent de toi. Ils ont un ego plus rapidement. OK, elle est encore de masse. Mais toi, à l'âge de 21, 22 ou 23 ou 24 ans, tu avais un ego de masse. Là, tu commençais à acheter du Brylcreem, puis je sais pas quoi, là, tu sais. Mais aujourd'hui, à 7 ans, ils font ça. À 12 ans, ils font d'autres choses, puis, tu sais. Alors, veut pas, c'est de pire en pire, disons, par rapport à l'identification. Ce qui, par rapport à l'évolution, est de mieux en mieux. Mais c'est évidemment plus rochant, c'est plus difficile, c'est plus souffrant pour la jeunesse. Mais qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, il faut qu'on bâtisse des élites plus rapidement. Fait que la vie s'en occupe, la société inconsciemment aussi, puis c'est ça qui se passe. Les mécanismes de défense, tels la projection, refoulement, la rationalisation, etc., ont pour but de protéger l'ego insécure. L'être qui se conscientise n'a-t-il pas avantage d'identifier les mécanismes de défense
qui s'exprime à travers lui. Comment distinguer ce qui est un processus de conscientisation d'un mécanisme de défense tel la rationalisation sécurisante à l'ego? Bon, c'est pas énormément compliqué. La rationalisation, elle, vient du fait qu'un individu, intellectuellement parlant, va rouler des mots et des pensées et va essayer de décortiquer un phénomène au complet sous tous ses sens selon une méthode scientifique. C'est-à-dire qu'il va tuer la connaissance pour en faire une espèce de mémoire. Alors, ce qui arrive, c'est que les mécanismes de défense, justement, la projection, c'est quoi? C'est quand mon problème, je le vois chez les voisins. Donc, moi, j'ai pas ce problème-là. Alors, le refoulement, ben, c'est simplement quand je me culpabilise. Alors, mes bases, je les garde, je les conserve. Je dis pas que mes bases sont pas bonnes. Je dis simplement que moi, j'aurais voulu être comme un autre. Que moi, je suis pas capable de faire telle affaire. Ma base est bonne pareil. Parce que la journée qu'il m'a pogné un gars refoulé ou une femme refoulée, puis que moi lui prouver qu'il est capable, ben, il va avoir assez peur. Parce qu'il va falloir, c'est vrai, je suis capable. Il faudrait que je monte en haut de l'échelle, tu penses que je suis capable? Il va commencer à monter, puis je veux pas monter, puis il est tout pogné. Parce que les bases sur lesquelles il se reposait viennent d'être ébranlées. Même le refoulé a de l'orgueil, et son orgueil s'exprime dans le refoulement, puis en bougeant les bases, tu fais autant de mal au gars en lui prouvant qu'il est capable, sauf que tu flattes l'ego. Mais là, flatter l'ego, il va le faire quand tu es là, quand tu flattes, mais quand tu flattes plus, il le fait plus. Quand tu peux ébranler les bases d'une personne refoulée ou qui projette, tu fais le même, tu débranles les bases de n'importe quel genre d'individu. Parce que ébranler les bases dans un individu, c'est de simplement de dire, par exemple, que Dieu, ça n'existe pas. Parce que Dieu, c'est une conception de l'homme, puis il n'y a jamais personne qui a pu serrer la main de Dieu. On a pu serrer la main de bien des affaires, bien des individus, mais pas de Dieu. Puis en plus, quand on sait que le père de l'homme, ben celui qui a créé l'homme sur la terre, c'est Satan, bien évidemment, ça ébranle les bases de différents phénomènes, de différentes religions ou de différents individus. Ébranler ces bases-là vont faire quoi? Vont faire en sorte que l'ego va se dire qu'il est malade. Ben oui, c'est sûr. L'orgueil ne pourra pas accepter que pendant 40 ans, tu as cheminé sur une affaire qui n'était pas vraie. Que tu as pensé telle chose, mais que tu n'as jamais été le vérifier. Tu n'as pas pu le vérifier. Mais même si tu ne peux pas le vérifier, pour pas ébranler la base, l'orgueil et l'ego disent « c'est vrai ». Puis ceux qui ne pensent pas comme moi sont des stupides, des fous. Puis même que moi, tous les convertir pour être sûr de me convaincre, ça va de soi. Alors, ce qui fait que la rationalisation là-dedans, c'est quoi? Ben Dieu existe. Parce que il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas les poissons, il n'y aurait pas. Mais là, tu tripes sur un phénomène au lieu de l'observer, et là, automatiquement, il n'y a aucune conscientisation qui t'oblige à rationaliser. La rationalisation, c'est quoi? C'est justement ça, c'est quand tu spécules sur des faits qui ne sont pas réels, mais réels pour toi. Ça, c'est important en maudit. Moi, je dis quelque chose, je le vis. Répète la même chose, tu spécules. Donc, tu rationalises. C'est pas mauvais jusqu'à un certain point, mais c'est mauditement mauvais quand, effectivement, l'ego se sert de la rationalisation pour confirmer ses bases. Ça veut dire quoi, rationaliser pour confirmer ses bases? Ça veut dire que ce que tu viens de dire, t'es laid. Ouais, c'est vrai, ben je suis pas laid, mais je suis laid. Mais ça dépend des goûts. C'est pour ça, le goût, c'est important. Ce qui fait que blablabla, au lieu de voir le message que je te donne, tu essaies d'adapter le message, pour qu'il fitte avec tes conceptions. Ça, c'est une rationalisation, donc une protection de l'ego. Dieu n'existe pas. Ben non, c'est sûr que Dieu, dans le mot lui-même, n'existe pas. Parce que toi, tu crois à Dieu au coton. T'es pas pour penser que Dieu n'existe pas. Mais c'est parce que lui, il peut pas comprendre que c'est quoi Dieu, parce qu'il vit pas Dieu. Il est pas en contact avec Dieu. Fait que c'est normal. Dans son sens, il a raison. Alors, tu viens encore de rationaliser, c'est-à-dire que le message, tu veux rien savoir du message, tu l'adaptes toujours à tes propres concepts, donc à ta propre orgueil, c'est-à-dire que tu veux pas voir s'il a raison ou s'il a tort. Tu t'organises tout le temps pour lui donner raison en le plaçant à ta manière, tout est bien beau. Ou ben non, il est tout le temps tort, ce qui fait que tu rationalises en essayant d'expliquer le phénomène, donc ce qui pourrait briser ta base, tu essaies d'expliquer ça pour solidifier ta base. Alors ça, c'est de la rationalisation. Et puis ça, c'est facile à voir parce que c'est justement ça le mécanisme même de la rationalisation. Tu ramasses tous les messages, les informations qui pourraient t'ébranler, tu t'organises pour les transformer, les adapter, les interpréter pour que ça fitte avec toi. Fait que si tu dis à un témoin de Jéhovah que Dieu n'existe pas, il va croire plus. Si tu dis à un disciple de Krishna que Krishna c'est une statue, ben il va flatter plus la statue. Si n'importe quoi dans le genre, il rationalise, c'est-à-dire qu'il prend l'explication pour
la transformer, la convertir en ce qu'il y a de besoin. Alors évidemment, identifier les mécanismes, c'est sûr que c'est une manière de s'en sortir, mais il ne faut pas non plus rationaliser tous les mécanismes de l'ego. C'est pour ça que quand je dis d'être attentif ou de s'observer, et la seule mentalisation de l'ego, c'est de voir le phénomène de l'orgueil. Et le phénomène de l'orgueil, on revient un petit peu là-dessus aussi. La majorité des individus qui commencent à se conscientiser développent un orgueil. On a déjà parlé du snobisme spirituel. On a déjà parlé du snobisme ésotérique. On a déjà parlé du snobisme de la connaissance. Moi, je le sais, puis eux autres, ils peuvent pas comprendre. Bien, cet orgueil-là, c'est le pire des fléaux dans la conscientisation parce qu'un jour ou l'autre, ça, c'est un hameçon. Prenez un hameçon à un moment donné, foutez-vous-le dans la bouche. OK? C'est un poisson. Ben, c'est ça. Celui qui a de l'orgueil, c'est un poisson. Jouer avec, c'est pas pire. Moi, chouiller dedans, ça va. Mais quand quelqu'un va passer à côté de vous autres, un bonhomme qui est capable de vous regarder dans les yeux, puis de vous dire carrément que t'es laid, bien, c'est comme si pogner l'hameçon et tirait dedans. Ça fait mal. C'est toujours aussi poisson. Parce que là, vous allez vous défendre. Essayez d'ôter l'hameçon, ça fait encore plus mal. Parce que l'hameçon est fait pour rester dedans. Votre orgueil, au niveau de la conscientisation, c'est le même maudit phénomène. C'est quelque chose qu'on veut garder avec nous autres, comme l'hameçon qu'on garde dans la bouche. On ne veut pas s'en débarrasser, on rationalise. L'orgueil, c'est bon, parce que ça nous permet de ne pas se piler ses pieds. Christy, ôte tes pieds de là, mets-toi des bottes avec des capes d'acier. Regardez ça, ça ne te dérange pas qu'on te pile ses pieds. Mais, l'orgueil, ça a toujours un peu de, tu sais, veut dire, c'est sûr que c'est bon, l'orgueil. La journée que quelqu'un va venir tirer sur votre orgueil, qui va vous parler dans le casse, ça peut fermer toutes les portes à votre évolution, ça peut fermer les portes à bien des choses, puis ça va vous faire mal en maudit. Bien plus mal que n'importe quoi. La mentalisation, la rationalisation qu'on doit faire des mécanismes même de l'orgueil, c'est juste de voir quand l'orgueil apparaît. L'orgueil apparaît comment? Ben, c'est simple, vous êtes tous des maudits niaiseux. C'est pas bien compliqué. Vous êtes juste des caves. Puis pensez-y, c'est vrai. C'est vrai. Puis si ça vous touche, c'est encore bien plus cave que je pensais. Puis c'est là que l'orgueil vient chercher. Bien, rationalisez ça, puis vous réglez votre problème. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas vous défendre. Vous êtes bien plus cave encore que les caves qui pensaient qu'ils étaient caves. C'est quoi mentaliser l'orgueil? Ben, c'est simplement ça. De voir que ça te touche, ben, prends pas un pot d'escampette puis sauve-toi pas. Parce que l'autre ait raison ou non, on s'en fout. Que l'autre, il pense ou qu'il pense pas. Ça change quoi? Qu'il te le dise, qu'il te le dise pas, il pense pareil s'il pense. Ça change rien, sauf que vous autres, ben, vous vous laissez manipuler, comme tout à l'heure j'expliquais, par l'extérieur. Puis l'orgueil, la seule place qu'il faut rationaliser l'orgueil, c'est juste à ce niveau-là. Ça vous touche? Ben, c'est le temps de voir à ça. Essayez pas de donner un paquet d'explications, faites juste observer ça. Puis le fait de savoir dans la tête c'est quoi l'orgueil, c'est la seule rationalisation que vous avez besoin, pas plus que ça. Réfléchissez pas sur l'orgueil quand l'orgueil vous tombe d'en face, quand l'hameçon vous tire dans la bouche. On en veut de l'orgueil, ben on va tirer dessus de l'orgueil avec une grosse corde. Vous allez voir que ça fait mal, jusqu'à temps que ça va arracher. Ça fait mal en maudit quand ça arrache. Ça se guérit après, il n'y a plus d'hameçon, il n'y a plus d'orgueil, puis tout est ouvert. Tout est ouvert. C'est le pire frein, c'est la pire connerie. Puis à un moment donné, ben, c'est ça qui va arriver. Avant de vouloir évoluer, avant de vouloir comprendre n'importe quoi, avant de vouloir pousser plus haut, si on n'est pas capable de vous dire en pleine face de manger de la marde, sans que ça vous fasse rien, ben, vous avez un maudit travail à faire au niveau de l'ego, pas au niveau de l'orgueil. Puis tout le reste que vous allez chercher, ben, vous risquez de vous l'enfouir dans le derrière de l'ego, puis de jamais rien comprendre avec, de jamais rien changer avec, juste grossir votre ego, puis de continuer à développer l'orgueil du savoir, l'orgueil de la connaissance. Ça, c'est dangereux en maudit. Prenons le cas de la gêne. Prenons le cas de la gêne qui est une énergie mémorielle non contrôlée. Faut-il se forcer à vivre ces situations désagréables pour avancer? N'y a-t-il pas un énorme danger en faisant ça? Perdre le contrôle, blesser nos corps vitaux et peut-être même mental. La gêne, c'est une des expressions de l'orgueil. Ça va de soi. Parce que t'es gêné, pourquoi? T'es gêné parce que le monde, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? T'es gêné de monter sur une plateforme pour parler, pourquoi? Parce que le monde ici, ils vont partir à rire. T'as un maudit bel orgueil pour être gêné. La personne qui se montre ou la personne qui se cache, c'est une expression de l'orgueil.
Pourquoi que tu es gêné de monter dans l'autobus parce que tu n'as pas d'argent puis de dire au chauffeur que tu n'as pas de maudite scène? Parce que tu as peur que les autres ils vont pas en tête de toi. L'orgueil en maudit, ça. Alors, la gêne, ben, tu n'as pas à vivre la gêne. Puis tu n'as pas à vivre la vantardise non plus. Tu es gêné, pourquoi? Parce qu'il y a l'orgueil. Puis il y a bien du monde qui sont gênés. Pas devant tout le monde, mais ils sont gênés en maudit. Parce qu'il y en a combien qui ont rencontré le pape puis qui auraient pu l'appeler Jean-Paul puis demander comment ça allait? Mais on aurait été gêné en crime. Oh, mais il y avait un immense charisme. Oh, mais il y avait ci, il y avait ça. Oh, il y avait plein de raisons pour expliquer le fait que toi, tu es gêné, donc que tu es orgueilleux. La gêne, c'est simplement la peur de mal paraître. Puis ça, la gêne, ben, à un moment donné, on s'observe quand on est gêné. Une chose qui est sûre, c'est que pour se débarrasser de la gêne, ben, il faut commencer par monter sur la scène. Donc, avoir le tract. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas transmuter la gêne en arrogance. Puis ça, ben, quand on le sait, on s'en rend compte à un moment donné, la gêne fait souffrir. Pourquoi? Parce que, justement, l'orgueil aimerait pouvoir être arrogant, mais de la manière qui est programmée, de la manière qui est bâtie, ben, il n'est pas capable, il est gêné. C'est orgueilleux en maudit, la gêne. Et on n'a pas à souffrir ça. N'y a-t-il pas d'énormes dangers en faisant ça? Perdre le contrôle? Mais c'est quoi perdre le contrôle? C'est qui perd le contrôle de quoi? Chez l'homme, il y a un seul contrôle possible, puis c'est le contrôle du mental sur le reste. Alors, vous ne risquez pas de perdre le contrôle. Vous n'avez jamais eu le contrôle. Quand est-ce que vous l'avez eu le contrôle réellement sur vous autres? Quand une parcelle de votre ego contrôlait une autre parcelle de l'ego? Quand un désir arrivait à sa fin? J'ai contrôlé tout le monde. J'ai contrôlé mon fils. J'ai contrôlé ma femme. J'ai contrôlé mon mari. J'ai contrôlé mes employés. C'est qui contrôlait quoi? C'était votre maudit orgueil qui n'arrivait pas à pouvoir faire de quoi? Ou qui se vantait après d'avoir contrôlé quelque chose. Mais quand est-ce que vous l'avez, le contrôle? Quand on contrôle quelque chose, on perd pas le contrôle. Quand on le contrôle, c'est parce qu'on le connaît. Puis quand on le connaît, on peut plus se faire avoir. Donc, quand on contrôle, on perd pas le contrôle. Un jour, vous contrôlez vos émotions, un jour, vous contrôlez pas vos émotions. Crime. Ça veut dire qu'il y a de quoi extérieur à vous autres qui décide quand est-ce que vous contrôlez, quand est-ce que vous contrôlez pas. Bref, qui vous contrôle. Vous contrôlez pas. Puis ça, c'est important de s'en rendre compte. Si l'orgueil vous empêche de découvrir ça, torieux, vous avez un chemin à faire. C'est évident. Quand est-ce que l'homme se contrôle? Quand l'homme arrive à un contrôle. Avez-vous déjà vu, vous, dans n'importe quelle conception d'un maître qu'on aurait dans le monde, d'un film, d'un livre ou dans n'importe quoi, un maître qui perdait le contrôle? Ben non. S'il contrôle, il contrôle. Parce qu'il a le contrôle. C'est pas parce qu'il fait avec la colère qu'il perd le contrôle. Parce qu'après ça, il s'en va se cacher puis il rit en maudit. Non, le contrôle, vous risquez pas de le perdre, le contrôle. Il n'y a pas grand danger là-dedans. Vous ne l'avez pas, le contrôle. Puis c'est pas de se culpabiliser, de se rendre compte ou de penser ça. Faites ce que vous voulez avec ça. Mais l'orgueil peut mauditement essayer de vous faire comprendre que vous contrôlez. Ben oui, la parcelle de votre ego qui est sur le dessus, contrôle. C'est vrai. Elle contrôle le dessous. Puis moi, j'ai rien qu'à dire à cette parcelle-là qu'elle pue pour que le dessous de colérique grimpe dessus tout de suite. Ah oui, elle contrôle en maudit. Ah, je viens de perdre mon contrôle. T'avais pas le contrôle. Tant qu'on te poussait pas dans le dos, il se passe rien. T'appelles ça contrôler, toi? Quand t'as faim, faut que tu jeûnes. Mais tant que j'avais le ventre plein, je contrôlais bien ma faim. D'un coup, j'ai commencé à avoir faim, puis là, j'ai perdu le contrôle, puis j'ai mangé. Ah, vous l'aviez en maudit, le contrôle. Ah, vous êtes du monde qui se contrôle dans ta barouette. Mais pensez-y comme du monde. Moi, je contrôle ma patience. Mais tant qu'on me tape pas ses pieds. Ah, parce que là, je perds mon contrôle. Ben oui, c'est ça. C'est l'homme, il se contrôle en maudit. Non. Si vous contrôlez, vous contrôlez. Ou vous contrôlez pas. Mais ça, faut pas se culpabiliser avec ça. L'homme est de même, présentement, il est rendu dans un niveau, ce qui peut s'en rendre compte. Ben, il est mauditement en avance sur les autres qui s'en rendent pas compte. Hein? En tabarouette à part de ça. Puis l'orgueil peut mauditement vous empêcher de voir ça. Ben, c'est bien la preuve que c'est pas un grand contrôle si l'orgueil vous empêche de voir ça. J'ai rien qu'à vous dire ça pour fermer encore des portes. Hein? J'ai rien qu'à faire beuh, puis les portes sont fermées. Ça, c'est parce que vous êtes manipulé. Parlez pas du contrôle. L'homme ne perd pas le contrôle en étant gêné. L'homme n'a pas le contrôle. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que la seule parcelle de l'homme qui peut arriver, disons, dans le domaine présent de la psychologie évolutionnaire de l'homme, à avoir le contrôle, ben c'est le mental. C'est-à-dire que c'est intelligent, un peu plus du moins que l'astral.
Alors là, oui, j'ai le contrôle. Je suis mental, je comprends la psychologie de l'enfant. Ben, il n'arrivera jamais à me mettre en colère. Je n'arriverai jamais à être impatient. Parce que le mental ne connaît pas l'impatience. C'est l'astral, c'est votre psychologie, votre émotivité qui connaît l'impatience. Puis elle se contrôle pas. Elle est manipulée par n'importe quel stimuli de l'extérieur. Pas grand danger de perdre le contrôle. Poser des questions, est-ce une façon à l'ego de se définir, de s'entourer de structures qui le sécurisent? Oui, mais c'est en même temps la possibilité qu'a l'ego d'arriver à ne plus avoir d'ego. Poser des questions. C'est-à-dire que je pose une question. Cela va donc impliquer à la longue que je vais devoir étudier, c'est-à-dire vérifier la réponse. Donc, automatiquement, en posant des questions, on parfait le corps mental, c'est-à-dire qu'on va parfaire l'intellect de l'homme. Ça, c'est une chose. Maintenant, une autre chose, c'est que l'intellect est toujours sous la domination de l'astral, donc de la psychologie de l'homme, donc de l'ego de l'homme. Et que le mental, qui est un intellect hyper développé, lui, n'est pas assujetti à la psychologie. Et présentement, quand on pose des questions, c'est pas le mental qui pose des questions, le mental y analyse. Donc, quand on pose une question, c'est notre astral, notre psychologie, qui veut savoir, qui a une soif de connaître, parce qu'il a peur, peut-être, parce qu'il est curieux, parce qu'il a peur encore. Ça part toujours de la peur, mais ça passe par bien des cheminements. C'est très bon, c'est génialement bon, on doit le faire. Par contre, il faut juste faire attention à ce qu'à un moment donné, en recevant les réponses, que notre maudit orgueil s'imagine pas que c'est lui qui a inventé les réponses, qu'il a la connaissance infuse, qu'il peut se débarrasser de tous les stimuli extérieurs et qu'il doit commencer à enseigner. C'est bon qu'il enseigne à un moment donné, pour parfaire sa parole, pour parfaire sa pensée, c'est bon. Mais pas qu'il ait un besoin d'enseigner, pas qu'il ait un désir d'enseigner, et que s'il peut pas, qu'il soit malheureux. Là, c'est l'orgueil. Parce que l'individu qui commence à comprendre, c'est normal à un moment donné qu'un individu commence à comprendre. Sinon, il n'y a plus grand-chose qui est utile de faire. L'individu peut commencer à comprendre, peut changer de camp. C'est-à-dire qu'il peut aller chercher une compréhension ailleurs. Mais l'individu qui commence à comprendre, donc qui se pose des questions, doit continuer à se poser des questions. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'il continue à écouter les réponses, qui viennent de lui ou d'un autre, puis qu'il continue à les juger par l'intellect. Donc, à y douter. C'est le seul problème. Poser des questions, c'est une façon que l'ego a de se sécuriser, mais c'est la seule manière que le mental a d'être construit. Posez-en des questions. En voici une. Daniel, connais-tu des gens qui n'ont pas d'orgueil? Est-ce une illusion que de penser y parvenir sur cette planète? Dans ce sens, il y a peut-être le piège de s'enorgueillir, de faire la volonté du Père. Merci. Bon. Je connais aucun individu qui n'ont pas d'orgueil, mais c'est une chose totalement possible sur la planète Terre. Ça serait une belle expression de l'orgueil ou de l'ego que de penser que l'homme est trop minuscule pour arriver à s'en débarrasser. L'homme, pendant toute son évolution, s'est cru un être rampant au pied de différentes divinités et leur quêtant continuellement du plaisir, de l'argent, la santé, etc. Bon. L'homme est capable d'arriver, et quand je parle de l'homme, il faut bien comprendre que je parle de tous les plans de l'homme et non pas juste de l'ego de l'homme, qui lui se croit l'homme. Quand je parle à un homme, je ne parle pas à son ego. Et c'est très important, ça. Quand moi, je m'adresse à un individu, c'est pas à son ego que je m'adresse, mais aux 4 plans de l'ego. Et plus souvent qu'autrement, au plan supérieur, au plan mental. Bien important. Et l'être humain n'est pas un être rampant, il est ce qu'il est. Et l'être humain peut facilement arriver à ne plus avoir d'ego dans son ego, c'est-à-dire à personnaliser son ego sur cette planète, dans cette vie-ci. C'est facile quand on n'a pas d'orgueil. Est-ce une illusion? Non. Par contre, dans ce sens, il y a peut-être le piège de s'enorgueillir de faire la volonté du Père. Mais faire la volonté du Père, il faut savoir de quel Père on parle. Plusieurs pères dans le ciel et dans les cieux. Disons que si on prend l'exemple du Nazaréen, de Jésus de Nazareth, quand lui a dit au monde qu'il faisait la volonté du Père et non la sienne, il ne l'a pas dit souvent, il l'a dit dans ses débuts, prenons du moins l'exemple du début, il ne pouvait dire que ceci.
Votre ego n'est pas assez identifié, ou du moins pas assez personnalisé, pour arriver à savoir ce qu'il fait. Parce que si je vous dis en pleine face des conneries, ou si je vous gagne $1 million, ben vous allez jouir, vous allez pleurer, dépendant du stimuli, que je vous gueule ou que je vous donne de l'argent, par exemple quelque chose que vous voulez, la santé ou n'importe quoi. Et ce n'est pas faire la volonté du Père que de désirer faire la volonté du Père. Si vous désirez faire la volonté du Père, c'est une forme d'orgueil qui va tendre à vous donner l'impression que vous êtes différent des autres qui comprennent rien. Et puis vous pouvez même être assez spirituel pour dire que, non, c'est pas que je suis différent. Moi, je fais la volonté du Père. Tout le monde peut la faire. Et puis, être aussi relax que n'importe quel grand gourou ou maître. Puis complètement être d'un patate. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas désirer faire la volonté de quoi que ce soit, parce que celui qui désire est un phénomène de manipulation, c'est un objet manipulé, et c'est votre ego qui, lui, ne dépend que de l'enseignement de l'extérieur. Quand votre ego arrive à être personnalisé, c'est-à-dire que quand votre ego arrive à ne plus réagir comme la masse, hein, alors, ce qui fait que ne pas réagir comme la masse présentement, c'est réellement ne pas avoir d'orgueil. Donc, la grande forme d'expression de l'ego. La personnalisation de l'ego, c'est quand vous arrivez à avoir votre propre schéma bien personnalisé. Donc, tout à l'heure, on parlait de la mode. Ben, vous vous habillez comme vous, ça vous tente, mais ça n'a pas rapport à la mode. Parce que sinon, c'est une personnalité de masse que vous avez et vous n'êtes pas personnalisé. Vous n'êtes qu'identifié. Ça veut aussi dire que vos émotions ne sont pas dépeintes par les événements qui devraient normalement engendrer chez l'extérieur des phénomènes émotifs, des expressions de l'émotivité courantes. Quelqu'un meurt, partez à rire, commencez à personnaliser. Ah, vous êtes peut-être fou, mais vous n'êtes pas sur la personnalité de la masse. Il ne se passe rien parce qu'il n'y a rien à se passer, vous commencez à personnaliser. Hein? Quelqu'un trouve ça beau, un autre trouve ça laid, puis vous, ben moi, c'est-tu beau? C'est-tu beau, c'est-tu beau. Vous le voyez comme qui est. Vous n'êtes plus assujetti à la masse. Commencez à personnaliser. Là, le mental va se personnaliser. Il va s'identifier à lui-même. Il va se personnaliser. Puis là, je vais un petit peu vite. Mais le mental seul n'a pas le désir de quoi que ce soit. Et le mental seul personnalisé peut dire « Je ne fais pas ma volonté » parce que le mental est le seul maître chez l'homme. Ce qui fait que, comme je viens d'expliquer, vous ne perdez pas le contrôle quand c'est votre ego qui contrôle, vous n'avez jamais eu le contrôle. Donc, une personne qui n'a pas le contrôle, une entité vibratoire qui n'a pas le contrôle, peut-elle décider de faire la volonté du Père? Ben non, elle n'a pas le contrôle, elle n'a rien à décider. Elle ne peut pas rien décider. La seule chose dans l'homme qui peut décider, c'est le mental. Et quand le mental, lui, prend le contrôle sur l'astral, sur le vital et sur le physique, ben le mental, lui, peut décider. Parce que le mental a le contrôle des énergies inférieures, donc des énergies planétaires. Et quand le mental contrôle, le mental est le seul à réellement pouvoir dire « Je ne fais pas ma volonté ». Parce que le mental est la seule forme d'énergie présentement dans l'homme qui a une volonté intelligente. À souligner, intelligente. Donc, logique, donc coordonnée par rapport au plan planétaire dans lequel il vit. Respirer de l'oxygène, c'est intelligent, mais pas si t'es sur Mars, puis que t'es un martien. Alors donc, ça a rapport à la planète Terre. Il y a juste le mental qui a la possibilité de le faire, puis lui peut décider de reléguer ça, donc de laisser son contrôle dans la volonté d'une énergie supérieure du Père. Pas l'astral. D'ailleurs, Daniel, c'est écrit dans la Bible à plusieurs endroits. Je pense qu'il s'agit de se préparer à recevoir le Saint-Esprit. Pas aller chercher le Saint-Esprit, se préparer à recevoir le Saint-Esprit. Ouais, ça ne veut pas dire de t'asseoir sur ta toilette et d'attendre. Non, mais se préparer, justement. Ben, celui qui s'assied sur sa toilette puis il attend, mais il va attendre. J'ai vu, toi, regarder dans ta toilette, voir qu'est-ce que tu avais fait. Oui. C'est pas ça en public, hein? On a tout de l'orgueil un peu. Bon. Chose qui est sûre, c'est qu'on peut s'enorgueillir de faire la volonté du Père, puis ceux qui font ça font rien que la volonté du Père dans le ciel. C'est-à-dire que c'est leur astral qui fait volonté de la domination astrale planétaire, parce que le Père dans le ciel, c'est pas le Père dans les cieux, puis le Père dans le ciel, c'est l'astral planétaire. Alors, effectivement, l'ego peut t'amener à faire la volonté du Père. Pourquoi? Parce que tu vas être bien vu de tout le monde si tu fais la volonté du Père. Pas toi. Mais ceux qui ont touché
disons, soit le Saint-Esprit ou la supraconscience, c'était Aurobindo, Krishnamurti, ainsi de suite. Ils enseignent tous, justement, qu'il ne faut pas désirer, mais juste se préparer. Puis lorsqu'on se prête, le Père, lorsqu'il décidera avec sa volonté de descendre, il décidera, mais c'est pas à l'humain de vouloir faire la volonté du Père. Non, par contre, l'humain, l'astral, l'ego de l'homme, en voulant désirer n'importe quel cossin, il va arriver à vouloir désirer ne plus souffrir. Il va arriver à vouloir désirer entrer en contact avec ce qu'il a appris en mémoire, avec une divinité, avec une force, avec de quoi qui va pouvoir, quelque chose qui va être capable de venir régler ses problèmes émotifs et lui amener le bonheur. Donc, d'où son désir à lui. Mais ce désir-là, il est bon chez l'homme en maudit. Ben, c'est ça qui permet d'avancer. C'est ce qui va fourrer l'homme. Oui, mais c'est ce qui permet de sortir... L'homme égaux. Oui, mais si on regarde dans les gens qui se sont conscientisés, si on prend par exemple Aurobindo, tant et aussi longtemps qu'il lisait de l'histoire et puis un tas de choses pendant 22 années, il n'a pas fait de il n'a pas fait de cheminement. Par contre, lorsqu'il s'est aperçu à travers la physique ainsi que la chimie qu'il y avait quelque chose, bien là, à ce moment-là, il a fait un petit bout spirituel, mais il a changé son spirituel pour d'autres choses, ainsi de suite. Mais à un moment donné, il y a eu un désir. Parce que qu'est-ce qui fait souffrir l'homme? Aurobindo a souffert en masse. Qu'est-ce qui fait souffrir l'homme? De temps en temps, on se fait de mal de tête au niveau de la conscientisation. D'un paquet de phénomènes, de symptômes physiques. C'est juste la lutte de l'orgueil. J'ai pas d'orgueil, moi. Fait que si quelqu'un ici n'a pas d'orgueil, pas de problème, on peut vérifier ça tout de suite. Je suis capable d'y en sortir de l'orgueil par le bout du nez. Un individu qui va souffrir, justement, c'est parce qu'il a de l'orgueil. Alors ça, c'est juste un petit détail encore, mais les individus qui se conscientisent, qui souffrent, ont de l'orgueil. Et cet orgueil-là, justement, qui est un refus de la transformation mémorielle au niveau des souffrances, c'est ce qui va amener la souffrance, bien, Aurobindo a souffert, puis il a souffert plus que ben du monde. Il a souffert en crime. On parle souvent du Nazaréen, parce que lui, on l'a publicisé, mais il y en a un Christi de paquet de bonhommes, puis même certaines bonnes femmes, qui sont passés, qui ont souffert, qui ont compris. Mais ils ont tellement compris aux autres qu'ils n'ont pas été le dire à personne. Il n'y a plus d'orgueil. Le Nazaréen, c'est pas par l'orgueil qu'il a dit aux autres. Lui, pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire comme travail pour lui, il fallait qu'il passe par là. Les autres, ils se sont cachés en tabarouette. Un individu qui va finir à un moment donné, puis c'est faisable sur la planète Terre, c'est faisable, puis rapidement. Rapidement, à la condition que vous vouliez bien mettre votre orgueil au défi. Ça veut dire quoi, ça, mettre son orgueil au défi? Ça veut dire s'organiser pour en manger des bêtises. Ça veut dire de s'organiser, justement, pour traumatiser l'orgueil. Quand on est intelligent, dites pas ça à vos enfants, puis dites pas ça aux personnes qui sont à Saint-Jean de Dieu. Ou à Louis-Hippolyte, pour être à mode. Mais à un moment donné, vous autres, vous avez des choses, des phénomènes, êtes-vous capable de prendre votre belle cravate, puis de la mettre comme ceinture, là, puis de mettre un chapeau de clown sur la tête, et vous promener dans le métro? Ah, il n'y a personne qui va vous remarquer, c'est la mode. Bon, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais vous, est-ce que vous êtes capable de le faire? Bien, il y a de l'orgueil en crime. Pour arriver à se débarrasser rapidement, à étudier l'orgueil. C'est plus facile à étudier l'orgueil de même. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est pas un orgueil qui est violent. C'est-à-dire que votre orgueil n'apparaîtra pas et ne mettra pas immédiatement en marche les mécanismes de défense, c'est-à-dire la colère, c'est-à-dire la gêne, la honte et puis tous les phénomènes de l'expression de l'ego. Parce que c'est vous qui déterminez et qui décidez le phénomène. Mais jusqu'où vous êtes capable de le faire? Mais c'est ça! Vous avez plus d'orgueil. Vérifiez-le, votre orgueil. C'est facile. Puis un individu qui est capable de travailler son orgueil comme ça, c'est un individu qui rapidement va finir par éliminer l'orgueil, parce qu'il va le connaître. Puis là, évidemment, il ne faut pas que vous passiez juste votre temps à vous habiller, parce que vous pouvez aussi prendre goût. Hein? Vous n'avez pas raffiné votre orgueil. Vous êtes assujetti maintenant à l'astralité de la masse. Vous devenez à la mode. Vous avez le cœur jeune. Oui, il a passé une autre crise d'adolescence. Non, c'est pas ça. Il y a différents moyens de vérifier l'orgueil. C'est un très bon moyen, justement, de le tenter, l'orgueil. Ça fait pas mal, sauf à l'orgueil, puis vous allez le connaître, l'orgueil. Parlez-nous de l'ego du Nazaréen et de celui de B de M.
Bon, c'est comme parlez-nous de l'ego du pape. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'ego, ce qu'il voulait surtout savoir, ben ça l'occupait, lui, de s'occuper des égos des autres. Comme ça, il n'avait pas à s'occuper du sien. Alors, l'ego du Nazaréen dit ceci. Occupez-vous pas de la paille dans l'œil du voisin quand vous voyez même pas la poutre dans le vôtre. C'est ce que l'ego du Nazaréen vous répond. C'est pas une philosophie. Une réalité. Finalement, quel rôle joue l'astral sur cet ego ou inversement? Comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, l'astral planétaire, pour commencer, a un rôle à jouer sur l'ego planétaire. Et l'ego planétaire, il se développe et il se densifie de plus en plus. Quand on parle d'ego planétaire, votre ego, vous savez un peu plus c'est quoi maintenant. Et on vous appelle ça votre personnalité. Votre personnalité, comme on l'a vu, est souvent reliée à la personnalité de la masse. Bon, vous vous habillez pas avec un petit cache-sexe parce que vous ne viviez pas dans une tribu de Pitjantjara. Hein? Mais par contre, si vous seriez né dans une tribu de Pitjantjara, vous n'auriez pas des petites boîtes après vos pieds. On appelle ça des souliers. Bon, OK? Alors, ce qui fait que notre personnalité est reliée à l'ego de la masse. Ça va de soi. Alors, finalement, quel rôle joue l'astral? Bon, ben, si on commence juste par voir l'ego planétaire, y a-t-il un ego dans la planète? Les ésotéristes disent que oui, puis moi, je dis que oui, puis il y en a un maudit. La planète Terre a un ego. Première densification de l'ego, la Terre. La Terre. Deuxième densification de l'ego, ce qui pousse dessus, puis ce qui vit dessus, la vie. Mais l'ego planétaire psychologique existe-t-il? Est-ce qu'il existe? Où c'est qu'on peut le rencontrer? Il existait, mais il n'était pas tellement densifié. Mais il est de plus en plus densifié. Puis on le voit en maudit. Où on le voit? Ah oui, mais c'est ça. Ouvrez les yeux, puis observez. Quand vous allez voir des films, quel genre de films qu'on a présentement? On a des films avec des extraterrestres. On a des films avec la guerre des étoiles, ça se passe pas, c'est pas la Terre, ça se passe ailleurs. On a la Galactica. On en a dessus présentement. Ben oui, parce que l'ego planétaire commence à se densifier, l'ego psychologique planétaire. Donc, on est de plus en plus des terriens. On s'identifie. L'ego planétaire qui manipule la masse s'identifie de plus en plus. De ce fait, il découvre l'extérieur. Donc, l'extraplanétaire. Vous êtes vous autres parce que vous n'êtes pas autrui. Et c'est votre ego qui vous identifie à vous, donc qui détermine l'extérieur. Et l'ego planétaire, de plus en plus dense, s'en vient justement, est en train de créer le phénomène terrien. Avant, on se battait un individu contre un autre individu. Après ça, une famille contre une famille. Une tribu contre une tribu. Un pays contre un pays. Puis on a eu nos guerres mondiales qui étaient, disons, plusieurs pays, disons, la moitié de la Terre contre la moitié de la Terre. L'ego planétaire est de plus en plus densifié. Et présentement, on parle d'invasion extraterrestre, on parle de guerre galactique, on parle de quoi? Bien, on parle maintenant de notre identification planétaire qui a un rôle à jouer maintenant dans l'univers. Alors voilà où est l'ego planétaire et comment elle se densifie. Et c'est le même phénomène. Tout à l'heure, j'expliquais que l'astral planétaire, c'est pas l'ego. L'astral planétaire, disons qu'une parcelle de l'astral va être l'ego, mais on a la mémoire volatile autour qui sont au niveau de la planète, les annales akashiques, et qui sont tout ce qui est relégué au niveau de votre mémoire non consciente chez l'homme, la mémoire volatile, qui est délimitée par le périsprit de l'âme, et l'ego au centre, puis à l'extérieur, c'est la mémoire volatile ou les annales akashiques planétaires. Puis tout à l'heure, je pense qu'on a répondu assez quelle était l'utilité de l'ego et de la planète, et de l'astral planétaire, ou de l'astral individuel. C'est simplement ça. C'est que l'ego, qui reçoit des énergies supérieures, va bâtir un phénomène mental, qui est de plus en plus d'ailleurs conscientisé sur la planète Terre. Où est le phénomène mental sur la planète Terre? Ben, levez donc la main ici, disons, qui ici a un micro-ordinateur chez lui? Eh bien, il y en a peut-être plus qu'on pense. Hein? Puis il y en a plein parce que c'est un marché du tonnerre, les micro-ordinateurs. Ah oui, le mental se répand sur la planète. Surtout dans la région industrialisée, c'est normal, mais faites-vous confiance. Faites confiance à la race humaine que c'est pas long qu'on va coloniser les pauvres personnes qui n'ont pas de barrage hydroélectrique ou de centrale nucléaire. D'ailleurs, j'ai vu dernièrement un relevé, puis je pense qu'il y en a plus aux Indes qu'il y en a ici. Il y en a au Pakistan, il y en a en Iran, il y en a à bien des places. Hein. Alors, veut pas, la technologie s'en va là. Si on regarde le Japon, si on regarde l'URSS, si on regarde juste le nombre de pays
qui ont réellement cette science mentale-là, ben le mental aussi se répand sur la planète Terre bien plus vite qu'on peut penser. Et le rôle de notre ego et de l'astral planétaire est de créer un mental planétaire, comme chez l'homme, et l'énergie supramentale ou l'énergie intelligente qui descend va simplement venir perturber les bases illusoires de l'ego, donc les bases illusoires de toutes ces expressions, ce qui fait que l'ego, pour se défendre, va puiser dans les mémoires akashiques ou dans la mémoire volatile de l'homme, et il va grossir les forces noires, comme on l'expliquait tout à l'heure. Les forces noires augmentent en même temps que les forces blanches, parce que l'ego, voyant sa base démolie un peu, va puiser dans les annales akashiques, donc dans la mémoire non égoïque de l'homme ou de la planète, pour grossir son ego, jusqu'au temps où il ne reste plus rien dans la mémoire de l'homme, dans la mémoire volatile de l'homme, ni dans les annales akashiques, donc dans la mémoire volatile de la planète. Il va rester qu'un ego et qu'un périsprit. Et l'ego, ne pourra plus lutter contre les forces blanches ou les forces de lumière, donc l'ego va perdre. Donc il n'y aura plus de mémoire chez l'homme, pas parce que l'homme va prendre des drogues pour plus avoir de mémoire, pas parce que l'homme va tout oublier, parce que toute cette mémoire-là va être fusionnée à l'ego. Donc plus de mémoire, donc plus de possibilité d'avoir de nouvelles troupes pour lutter contre la lumière. Et c'est le rôle de l'astral planétaire de bâtir un mental et par après de s'agglomérer en ego planétaire, l'ego justement galactique, hein, on est une planète, et une fois que c'est aggloméré dans l'ego planétaire, les énergies par l'intermédiaire du mental planétaire vont être capables de personnaliser l'ego, et donc l'ego va être capable d'exprimer, parce qu'il maintenant il va l'accepter, non pas ses propres expressions, mais les expressions du mental ou de l'énergie supramentale qui va passer à travers. Alors c'est le rôle. Mon ego accumule du mécontentement et cela ressort par de la colère, par des insultes, parce que je suis blessé, meurtri. Cela me pousse à blesser les autres et je me retrouve ainsi seul avec moi-même. Je voudrais arriver à comprendre, puis trouver une solution. Car je ne me sens pas prête à faire le PMC. Merci beaucoup. Bon. Disons qu'à part l'inverse, là, on peut dire simplement que tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Hein? Je pense que c'est effectivement le problème égoïque de chaque individu. Comment faire pour se retrouver? Il n'y a aucun problème. Un individu qui ne se croit pas prêt peut ne pas être prêt. D'ailleurs, il n'est pas prêt, parce qu'il se pense pas prêt. Il ne peut pas être prêt. Bon, ça va de soi. Maintenant, mon ego accumule du mécontentement. C'est normal. Mais votre ego n'accumule pas du mécontentement. Votre ego accumule des désirs. Des désirs qui ne peuvent pas être satisfaits, et ça se résume en expressivité, en mécontentement. Votre ego accumule de l'importance dans un désir. C'est-à-dire qu'un désir devient de plus en plus important pour lui. Donc, vu que le désir n'arrive pas à aboutir, il a de plus en plus mécontentement. Mais c'est absolument normal. Ça se ressort en colère, en insulte, en différents phénomènes, je pense que donc la personne ici est absolument normale. La seule anormalité, c'est qu'elle ne se croit peut-être pas normale, elle se croit peut-être pire que les autres, donc elle se culpabilise. La culpabilité, c'est quoi? C'est encore rien qu'une expressivité de l'orgueil. L'homme qui se croit plus ou l'homme qui se croit moins, comme tout à l'heure, c'est comme l'homme qui est gêné ou l'homme qui est arrogant. C'est juste des expressions de l'orgueil. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a pas grand-chose à faire, à part arrêter d'être orgueilleux. Et c'est quoi l'arrêter d'être orgueilleux? Parce que qu'est-ce qui vous traumatise? Qu'est-ce qui frappe votre ego? Je voulais acheter un cornet, puis la crèmerie était fermée. Ça fait mal à votre ego. Bon, c'est bien possible. Mais si vous observez le phénomène du mal de l'ego, vous l'observez, vous allez rire. Puis comme je vous dis tout à l'heure, allez donc vous acheter des cornets quand c'est fermé. Pratiquez-le, votre orgueil, vous allez voir, vous pouvez l'observer. Sans, justement, souffrir du mécontentement. Hein? Peignez-vous les cheveux en mauve à un moment donné, puis observez qu'est-ce que vous avez de l'air, puis allez téléphoner dans la cabine téléphonique. N'importe où, faites un sortie dehors. C'est le même phénomène. Vous allez passer bien plus rapidement que d'attendre qu'après la vie. La vie, là, elle va toutes vous amener ces phénomènes-là. Mais plus vous attendez, plus vous mémorisez, plus vous parfaisez votre programmation, et plus vous allez souffrir quand ça va brasser. Parce que ça va brasser fort à un moment donné. Ça va brasser fort en crime. Mais si vous-même, vous vous organisez pour le faire, vous prenez de l'avance, c'est votre ego qui veut ne pas souffrir. C'est parfait. Il va souffrir pareil, mais moins. Il va réussir au moins là-dedans. Parce que quelqu'un qui veut justement éliminer l'orgueil, c'est quelqu'un qui veut ne plus souffrir. Et ça, c'est le rôle de l'ego, c'est un jeu de l'ego. Mais c'est parfait, ça dérange pas, ça. L'ego peut jouer bien des rôles. Certains vont étirer le temps, d'autres vont raccourcir le temps.
C'est à vous de choisir. Puis quand je dis à vous, je parle à l'ego. La personne qui souffre, qui est meurtrie et qui, à un moment donné, finit par blesser les autres, ne fait qu'exprimer l'orgueil. Ben c'est ça. Qu'elle apprenne, qu'elle s'observe. Ça va prendre le temps ou encore la vie va lui enseigner. Mais à un moment donné, l'individu va comprendre. Mais cessez à un moment donné, une fois pour toutes, de penser que vous n'êtes pas capable. De penser que vous n'êtes pas prête. Si vous vous croyez prêt, ça peut être un phénomène de l'expression de l'orgueil, d'accord. Mais si vous vous croyez prêt, ben, il y a des moyens de vérifier jusqu'où vous êtes prête. Parce que c'est évident que vous êtes prête à quelque chose. Pas prête à broyer, pas prête à vous écrouler. Il y a des moyens de voir jusqu'où on est prêt. On appelle ça une initiation. Il y a des moyens. Vous pouvez même faire vous-même vos propres initiations. Oh, moi, je suis ben trop orgueilleux pour. Qu'est-ce que t'en sais? Tu te penses peut-être tellement orgueilleux, hein, que tu exprimes une orgueil qui n'est même pas l'expression de ton ego. Qui est l'expression d'une petite parcelle de ton ego. Mais mets-le à l'épreuve, ton orgueil. Mets-le à l'épreuve, ta colère. Fais des tests. C'est quoi faire un test? C'est mentaliser le phénomène de l'orgueil. Alors, la prochaine fois qu'on va me filer ses pieds, mais me voir jusqu'où je peux aller en colère. Ou me voir jusqu'où mon orgueil me pousse à aller en colère. Si ça prend 10 ans avant que quelqu'un te marche dessus. Ben, c'est ça, tu t'en vas dans le métro. Expérimentez-le, puis amenez-les les expériences. Vous allez voir, la vie va vous amener les événements. Si vous allez amplifier les événements d'une façon intelligente, pas parce que l'ego veut triper et devenir un maître plus rapidement, parce que là, vous allez apprendre un crime, mais ça va faire mal. Est-ce qu'on aime quelqu'un d'abord avec son ego? Quel est le rôle de l'amour dans l'évolution? Diane. Bon, Diane, brièvement, j'ai déjà répondu pendant 2 heures à cette question-là dans la conférence « Les raisons occultes de l'amour ». On va faire juste un petit retour, mais si tu veux en savoir plus, je peux pas perdre le temps, prendre du temps et ni en perdre à refaire ça. Est-ce qu'on aime quelqu'un d'abord avec son ego? Ben, on n'aime pas quelqu'un d'abord avec son ego, on aime quelqu'un que par son ego. Alors, je vais résumer brièvement le phénomène même, puis j'espère que tu vas être capable de saisir. Quand tu aimes une fleur, c'est comme quand tu aimes un individu, tu aimes la fleur pour le feeling qu'elle t'apporte. Tu prends la fleur, tu l'accueilles, tu la tues, tu la mets dans un pot de fleurs, tu la mets sur ta table de cuisine, et puis tu aimes la fleur. Et quand la fleur fane et devient toute sèche, tout rabougrie, toute plaide, ben t'aimes plus la fleur. Tu prends la fleur, tu la mets aux poubelles, tu vas chercher une autre fleur, puis tu aimes la fleur. Tu aimes ce qu'elle t'apporte. L'individu, tu l'aimes comment? Tu aimes ton mari, tu aimes ton chum ou tu aimes tes enfants. Mais quand ton chum, il couche avec 25 autres femmes puis plus avec toi, bref, quand il t'apporte plus le feeling, hein, le paquet de feeling que tu as en toi, ben tu n'aimes plus ton chum. Alors, avec quoi on aime? Présentement, on n'aime qu'avec notre amour psychologique et c'est parfaitement normal. Il peut y avoir un échange très bien équilibré entre 2 individus. En ce sens que, moi, j'aime ma femme pour ce qu'elle me rapporte, c'est évident, ça me rapporte rien. Je l'aime pas, ma femme. Hein? Bon, elle me rapporte au niveau du feeling physique, elle me rapporte au niveau de la sécurité, elle me rapporte au niveau de la bouffe, elle me rapporte au niveau de bien des affaires. Mais si elle me rapporte rien de ça, je l'aime plus ma femme, je cherche une autre femme. Si j'aime ma femme pour ce qu'elle me rapporte, et elle me le rapporte, et qu'elle est consciente qu'elle m'aime pour ce que je lui rapporte, et je lui rapporte, ben, il n'y en a pas à se culpabiliser, c'est l'amour humain. Mais il y a une maudite belle échange qui est intelligente. C'est pour ça que, normalement, l'amour devrait être régi par l'intelligence et non pas par l'émotivité. Parce que l'individu va changer. Donc, à un moment donné, l'individu ne vous apportera plus ce qu'il vous apportait avant. Donc, vous l'aimez moins, vous comprenez pas. Et puis, vous changez. Donc, ce que vous vouliez avoir, vous le voulez plus. Puis lui, vous l'amène encore. Et vous ne l'aimez plus. Bon. Alors, ce qui fait qu'un amour intelligent, ben, on fait de quoi ensemble? Parce que c'est intelligent de le faire ensemble et puis de problème. On peut avoir l'amour psychologique là-dedans, mais il nuira jamais à la liaison mentale. Présentement, l'homme aime d'une façon égoïque, égocentrique pour lui. D'ailleurs, la jalousie vient justement de ce fait-là. Puis, il y a un paquet d'autres phénomènes de culpabilisation qu'on essaie d'intenter chez l'individu qui nous amènent plus ce qu'on veut. Vous en avez trop dit, ou pas assez, sur les polars. Pourriez-vous continuer? Merci. Et les dauphins. Je pose la question qui est hors du sujet parce qu'on a 4-5 questions qui ont trait à l'épaulard. Parce que tu l'as mentionné tantôt, puis je pense que ça a piqué la curiosité de plusieurs. Bon, alors, je vais juste faire un petit détail, un petit détour là-dessus. L'épaulard, c'est le seul animal sur la Terre qui est capable de se servir de ses mémoires d'une façon égoïque. Alors, ça veut dire que vous vous en allez dans un bateau.
et vous frappez un épaulard avec votre coque, mais l'épaulard va vous suivre. Tirez un coup de fusil sur l'épaulard, blessez-le ou manquez-le. Ben, vous vous rendrez pas à bon port, l'épaulard va couler votre bateau. Blessez l'épaulard, traversez l'océan Atlantique, il va vous suivre. Puis quand il va être assez en forme pour se venger, et l'épaulard est le seul animal à part l'homme qui a l'idée de vengeance. Et il a tellement l'idée de vengeance que si l'épaulard vous voit sur le pont du bateau, tirez sur lui, et que vous tombez à l'eau, ben, il vous tuera pas. Il va vous faire promener pendant peut-être 1 heure ou 2 en vous gardant en vie et en vous blessant de plus en plus. Et quand il va être tanné de jouer avec vous autres, là, il va vous tuer. Il peut vous arracher un bras, une jambe, il peut vous meurtrir, il va vous promener, il va vous foncer dessus, puis il va vous éviter, il va vous faire peur. L'épaulard, c'est le seul animal, justement, qui a du regret. Et c'est un des rares animaux qui va trouver une femelle ou un mâle, et ces deux-là vont passer leur vie ensemble. L'épaulard n'aura pas, par exemple, une procréation avec une femelle, et après ça, il abandonne la femelle, il se trouve une autre femelle plus tard. L'épaulard passe la vie ensemble, et croyez-moi, il vit longtemps. La science détermine l'intelligence d'un individu par rapport au nombre de plis sur le cerveau. L'épaulard a un cerveau aussi gros que le cerveau humain, mais, détail, il est plus plissé que le cerveau humain. Et en termes d'information, 2 épaulards s'échangent plus d'informations en 1 heure que d'informations contenues dans la Bible. Et l'homme ne le fait pas. Mais l'épaulard a une évolution cérébrale du tonnerre, mais n'a pas un corps physique pour lui permettre, justement, d'arriver à faire ce qu'on fait.